matin, Patrick Cohen. Le journal vous est présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On va ouvrir ce journal par le récit de Victoire, une gamine de 13 ans qui vit dans la rue. Elle espère que demain ça ira mieux. C'est la journée mondiale du refus de la misère. Les autres titres. Une loi contre les violences sexistes et sexuelles. L'idée est lancée en France. Le texte existe déjà en Belgique, mais il est difficile à appliquer. Moins de gares desservies par le TGV. On en parle sérieusement à la SNCF pour arrêter la gabegie, nous dira Daniel Fortin du journal Les Échos. Le budget, début des discussions aujourd'hui à l'Assemblée et plus d'1 millier d'amendements déjà déposés. Et puis l'histoire d'un voleur contorsionniste caché dans une valise, vous verrez, c'est possible. Le patronat opposé à la taxation des contrats courts que veut imposer le gouvernement. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, sera mon invité à 8h15. Et vous n'oublierez pas le témoignage qui va suivre. Elle s'appelle Victoire, elle a 13 ans, elle vit dans la rue le plus souvent avec sa mère et ses 2 petits frères. Aujourd'hui, Victoire et sa famille viennent de se poser dans un logement pour quelques mois seulement, après avoir appelé le 115. Avec des mots simples, ce matin, la jeune fille vous raconte ses 2 dernières années, différentes de celles des autres enfants et son quotidien dehors. J'étais fatiguée. Je faisais mes devoirs en retard, il y avait des rongeurs, on se sentait pas bien, c'était pas agréable. Et du coup, on se sentait très mal. Est-ce que tes copines à l'école connaissent un petit peu ton histoire et t'en parlent ? Non, même mes amis proches, je leur explique pas trop ma vie de tous les jours. C'est pas que j'ai honte, mais c'est gênant un peu. Du coup, je dis juste que j'ai déménagé et voilà. Ça travaille l'esprit parce qu'on se dit peut-être le lendemain, ça sera plus facile et qu'on va s'en sortir un jour ou l'autre. Je sais qu'il faut pas trop dépenser parce que on doit penser aussi pour demain. Parfois, quand on voit des amis à l'école qui ont des vêtements et quand on regarde les sommes, on se dit ouais, mais moi je ferais pas. Et du coup, on est triste. Mais j'essaye de pas penser à ça, de penser plutôt à l'école. Tu veux faire quoi plus tard, est-ce que tu sais ? Avocate. Pour avoir mon chez-soi, pour avoir une vie en gros. Voilà ce témoignage très fort de Victoire alors qu'Emmanuel Macron lance aujourd'hui une grande concertation pour lutter justement contre la pauvreté des enfants. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Maud Descamps. Bonjour Jean-Philippe. C'est vous qui avez rencontré Victoire. Elle n'est pas la seule aujourd'hui à vivre ce cauchemar parce que des enfants qui vivent dans la rue en France en 2017, il y en a beaucoup. Oui, Victoire, elle fait partie de ces 30 000 enfants qui vivent sans domicile fixe. 30 000 enfants sur un total de 150 000 personnes. La moitié des appels au 115, le numéro d'urgence, c'est une famille en recherche d'un hébergement d'urgence. Alors c'est ce numéro, le 115, que Victoire et sa mère ont appelé. Est-ce que ça marche à tous les coups ? Non, moins d'1 personne sur 2 obtient une solution en centre d'hébergement ou en hôtel. Le réseau est complètement saturé. Résultat, les familles sont obligées de faire des choix inadmissibles. C'est ce que dénonce Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. Ça peut avoir des impacts sur le fait de se soigner ou pas se soigner. On va par exemple dépenser dans un pauvre logement pourri, mais on se dit il faut que je le garde parce qu'autrement je vais être expulsé, je vais être à la rue, mais aussi aux dépens de ces autres dépenses, alimentation, santé, loisirs, culture, des impacts qui sont considérables et qui appellent vraiment un sursaut de l'action publique dans son ensemble. Voilà, et les choix dont parle Christophe Robert, ils concernent évidemment ces 30 000 enfants à la rue, mais aussi ces 3 millions d'enfants qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en France, c'est-à-dire avec moins de 1 700 € par mois pour une famille avec 2 enfants. Et donc Emmanuel Macron recevra aujourd'hui les associations comme le 115 et la Fondation Abbé Pierre pour leur détailler son plan de lutte contre la pauvreté. C'était l'enquête du 8h signée ce matin, Maud Descamps. Europe 1, 8h03. Vous le verrez, le sujet est encore à la une de nombreux journaux. Aujourd'hui, le harcèlement. La secrétaire d'État Marlène Schiappa veut une loi contre les violences sexistes et sexuelles. Une loi qui existe déjà, on va le voir d'une certaine manière, en Belgique. Premier pays au monde, il pénalise le harcèlement de rue. Mais on va le voir avec notre correspondante Isabelle Horry, cette loi est difficile à mettre en œuvre et finalement assez peu utilisée. La loi belge pénalise tout geste ou comportement qui exprime du mépris à l'égard d'une personne en raison de son sexe. Elle prévoit des peines allant jusqu'à 1 an de prison, mais dans les faits, très peu de procès-verbaux ont été dressés, 3 à Bruxelles en 2015, les seuls chiffres disponibles. BR Coligny anime la campagne « Touche pas à ma pote » qui sensibilise au harcèlement de rue. La plupart des femmes ignorent l'existence de cette loi. Donc c'est une loi sexisme et une femme sur 2 ignore que le sexisme peut être pénalisé par la loi. Et de toute façon, quand vous déboulez dans un commissariat en disant on m'a traité de tous les noms, il est quand même assez fréquent que vous ne soyez pas très bien reçus parce qu'ils ont autre chose à faire ou bien simplement parce qu'ils estiment que c'est pas très important. Et pour les femmes, c'est d'autant plus compliqué qu'il faut identifier le harceleur et avoir des témoins. Le ministère belge de l'Intérieur admet la difficulté en encourageant malgré tout le dépôt de plainte, car même s'il ne débouche pas sur une condamnation, c'est un outil
qui permet de savoir dans quelle rue ou quartier il y a un problème. La loi a avant tout une portée symbolique, reconnaissent aussi bien les policiers que les féministes. Seule, elle ne résout rien. Il faut l'associer à des campagnes d'information et de prévention. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1. L'actualité économique avec la SNCF et un chantier aussi sensible que stratégique. Il concerne les TGV. La SNCF pense sérieusement à réduire le nombre de gares desservies par le train à grande vitesse. On retiendra cette image de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui fait le parallèle avec l'aérien. On ne dessert pas Brive, dit-elle, avec un Airbus A380. Le sujet vous interpelle forcément. Stéphane Place a tendu son micro dans la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Ça va amener à la désertification rurale et des petites villes, un appauvrissement, je pense, du territoire. Je prends le Ouigo, il y en a un qui s'arrête à Angoulême et l'autre qui va direct à Paris. 2h ou 2h20, je m'en fous. J'imagine que les gens d'Angoulême devaient être très contents d'avoir un Ouigo qui monte à Paris. Les villes de province seront desservies, mais le coût sera d'autant plus élevé également. Il faut bien à un moment donné arbitrer entre dépenses et utilité. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef du journal Les Échos. Question simple, pourquoi réduire le nombre de gares desservies par le TGV ? Eh bien votre dernier témoin l'a dit, on est face à un véritable gâchis financier avec 230 gares desservies par le TGV. La France s'est laissée emporter par la folie de la grande vitesse. Tout le monde a voulu son TGV, mais comme les dessertes se multiplient, eh bien il roule de moins en moins vite. Il y a 3 ans, la Cour des comptes révélait que dans 40% des cas, on utilisait des TGV pour avancer à la vitesse d'un TER. Un surcoût insupportable pour une SNCF à bout de souffle sur le plan financier. Songez que la grande vitesse représente 16% des investissements, mais 1% seulement des déplacements. On a déjà le nom des gares qui vont fermer ? Alors non, pas encore, car le sujet, vous l'imaginez, est très sensible dans les territoires. Beaucoup de maires influents ou de présidents de région ont arraché de haute lutte leur desserte TGV, on les comprend. Ça attire des touristes, mais aussi des entreprises, donc de l'emploi. Alors imaginez aujourd'hui s'en passer, ça promet de faire un beau tollé. En tout cas, le projet est lancé. C'est à Jean-Cyril Spinetta, l'ancien patron d'Air France, chargé hier par le gouvernement de repenser la politique ferroviaire française, de faire des propositions. Les décisions seront pour plus tard. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Échos. Il arrive aujourd'hui à l'Assemblée, le premier budget de l'ère Macron. On a beaucoup parlé de la hausse de la CSG et de ses premières victimes, les retraités. Alors certes, le gouvernement a promis une compensation avec la suppression de la taxe d'habitation, une mesure qui va profiter à 4,5 millions de retraités. Et pourtant, Anne-Laure Jumet, quand on entre dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a encore des perdants. Quand la suppression de la taxe d'habitation sera totale en 2020, il y aura encore 700 000 perdants chez les retraités. Ce sont les calculs de Bercy. Pour eux, la fin de cet impôt local ne compensera pas totalement la hausse de la CSG. Et l'an prochain, la situation sera encore plus criante. Avec la baisse de seulement 1/3 de la taxe d'habitation, il y aura près de 4 millions de perdants. Dans les rangs de la majorité, on assume cet effort demandé aux retraités. Un député influent rappelle en plus que les pensions viennent d'être revalorisées de 0,8%, donc que la charge est moins lourde qu'il n'y paraît. Alors il reste le cas sensible des retraités en maison de retraite qui ne payent pas de taxe d'habitation, mais qui vont supporter la hausse de la CSG. Environ 350 000 personnes sont concernées et pour régler le problème, pas moins de 8 amendements ont été déposés, car les situations sont très diverses et donc les réponses apportées différentes selon le statut des maisons de retraite. Certaines de ces solutions sont même inconstitutionnelles, reconnaît le député En Marche en charge du sujet. Mais l'idée, dit-il, c'est de secouer le cocotier pour forcer le gouvernement à trouver une solution. Anne-Laure Jumet, 7e jour de conflit avec les éboueurs à Marseille. Et il y a eu des incidents ce matin entre grévistes et non-grévistes. La société responsable de la collecte a décidé de ramasser des poubelles qui débordent avec des salariés volontaires et sous protection policière. Une information de notre correspondante Nathalie Chevance. La suite du journal Jean-Philippe Ballas avec la Catalogne et une provocation de Madrid. Une provocation, le mot utilisé par les indépendantistes après l'arrestation de 2 leaders importants hier soir. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Henri Delaguérie. Henri, on dira que s'il en était besoin, cela rajoute un peu de tension. Oui, quelques instants après l'annonce de leur détention, voilà ce qu'on entendait dans les rues de Barcelone. Un concert de casseroles contre ces incarcérations qualifiées par les indépendantistes d'arbitraires. La justice reproche aux leaders séparatistes d'avoir encouragé la foule à bloquer la sortie d'un bâtiment officiel à Barcelone où la Guardia Civile menait des perquisitions le 20 septembre dernier en lien avec l'organisation du référendum. Pour la juge, il s'agit bien d'un acte de sédition, mais à Barcelone, on parle déjà de prisonniers politiques. On cherche à nous humilier, estimait hier un leader d'opinion. Un arrêt de travail sera observé à midi et des manifestations auront
auront lieu ce soir dans toute la région. On le rappelle, Madrid a donné jusqu'à jeudi au président catalan pour faire marche arrière. Puigdemont doit dire clairement qu'il n'a pas déclaré l'indépendance, sinon l'État prendra le contrôle de la région. Et dans ce contexte explosif, on peut craindre de graves débordements. Merci Henri Delaguérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Près de 40 morts au Portugal et en Galice. Le dernier bilan ce matin des incendies qui ravagent toujours la région. Et puis un assassinat qui fait grand bruit à Malte et partout en Europe. Une célèbre blogueuse et journaliste a été tuée dans l'explosion de sa voiture. Elle s'appelait Daphne Caruana Galizia. Ses chroniques étaient très suivies. Elle avait notamment accusé le gouvernement de corruption. En France, l'imagination débordante d'un duo de voleurs. L'un montait dans le bus, tandis que l'autre se cachait dans la soute parmi les bagages, dissimulés dans une grosse valise. Récit croquignolesque de Guillaume Biet. C'est la technique du cheval de Troie en version valise. Un grand bagage marron dans lequel se glisse un contorsionniste d'une quarantaine d'années. Déposé dans la soute d'un autocar reliant Paris à l'aéroport de Beauvais, le voleur réussit à sortir de sa cachette grâce à un lacet attaché à la fermeture de la valise. Et pendant que le bus roule sur l'autoroute, il fouille tranquillement les autres bagages autour de lui avant de regagner sa cachette. Mais vendredi dernier, porte-maillot, un chauffeur remarque que quelque chose semble bouger dans la valise qu'un passager charge péniblement en soute. Sensibilisé après plusieurs vols signalés ces derniers jours, le chauffeur donne discrètement l'alerte. Et à l'arrivée à Beauvais, les hommes de la police aux frontières arrêtent en flagrant délit le duo, le voyageur et son complice recroquevillés dans la valise en possession de 2 ordinateurs et d'un peu d'argent fraîchement dérobé. Déjà condamné pour vol, l'un des suspects sortait tout juste de prison, l'autre était recherché pour purger sa peine. Ils sont maintenant incarcérés. Hier, en comparution immédiate, le tribunal leur a respectivement infligé 1 an et 8 mois de prison ferme. Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. L'actualité sportive, c'est le Tour de France 2018. Présentation ce matin. Et a priori, un parcours qui ne devrait pas trop plaire aux Français. Reportage Axel May. Romain Bardet ou Arène Barguil, maillot à poids du dernier tour, ou même Thibaut Pinot ont beau être les meilleurs Français à l'heure actuelle pour jouer le classement général. Ils ont une carence en commun, le contre-la-montre. Ils sont grimpeurs avant d'être rouleurs. Or, selon toute vraisemblance, le parcours 2018, après un départ de Vendée, proposera dans la région de Cholet un contre-la-montre par équipe, puis en fin de tour, un chrono individuel, peut-être dans les Pyrénées, mais même sur un parcours accidenté, le contre-la-montre reste une épreuve particulière. Romain Bardet en sait quelque chose, lui qui cet été, dans la montée vers Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, n'avait sauvé le podium final que pour 1 seconde. On va voir le parcours proposé et comment je peux être bon sur celui-ci. Et on vous dit, contre la montre, va falloir travailler ça peut-être ? Va falloir, mais je le travaille déjà, monsieur. Il y aura aussi des étapes en ligne, des belles étapes de montagne et je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Pour tout le monde, certes, mais sans doute un peu plus pour les vrais rouleurs, comme Chris Froome en quête d'une 5e victoire finale et comme celui qui est d'ores et déjà désigné comme son rival numéro 1, le néerlandais Tom Dumoulin, vainqueur du dernier Tour d'Italie, à moins que les pavés du nord de la France, attendus juste après la fête nationale, ne viennent semer la zizanie, comme en 2014, lorsque Froome avait abandonné sur chute. Axel May. Et puis du football, la Ligue 2, match nul hier soir 0-0 entre Lorient et Niort. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas. Europe 1.